et à tous. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo parce que dans le cadre de la procédure de licenciement, donc pour m'être agenouillé devant mes chefs, j'ai été interrogé par des journalistes et certains m'ont demandé de définir précisément quelle était la souffrance au travail subie par mes collègues. Et c'est vrai que c'est pas facile à définir précisément, c'est pas facile à détailler, c'est pas facile d'avoir des exemples concrets et de définir le mécanisme qui amène cette souffrance au travail et qui peut amener des salariés, quels qu'ils soient, parce que la SNCF c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est l'exemple actuel, ce qui peut amener ces salariés à ses collègues à des choses très graves, que ce soit des dépressions ou pire, des maladies ou, voilà, ou des passages à l'acte. Donc ça m'a donné envie de fouiller, de chercher, de définir le mécanisme et au regard de ce qui s'est passé, en revenant sur les documents et les articles de presse, on peut définir une sorte de process, pour parler le technocrate, hein, une façon voilà, un processus qui amène à cette souffrance au travail, appelé risques psychosociaux de manière très subtile par le patronat, le MEDEF, mais que nous on préfère définir comme les SCOT, les souffrances causées par l'organisation du travail, ce qui est quand même beaucoup plus clair. Donc voilà, en 2016, la région de Saint-Lazare, la région SNCF de Paris-Saint-Lazare est devenue une région test. Mais on avait eu déjà des prémices avant, puisque en 2011, on a eu un document avant 2016 qui venait de 2011, qui était daté de 2011, qui commençait à préparer cette arrivée de tests. C'est-à-dire qu'en 2011, il était prévu déjà tout ce qui allait arriver par la suite, et notamment les risques de burn-out. Burn-out qui est tout bêtement une dépression au travail. Et donc, ce document donc prévoyait tout ça, ce qui prouve que c'était prévu de longue date. Et en 2016, la SNCF avait commencé déjà à réduire les embauches, donc depuis 2011 en fait, hein, depuis 2011-2012, à réduire les embauches pour laisser des postes vacants, ce qui est interdit par le statut SNCF, puisque le statut prévoit que tous les postes vacants doivent être couverts par des embauches ou par du déroulement de carrière, si c'est des postes de qualification autre que la qualification d'embauche. Et donc, pour qu'en 2016, à l'arrivée d'un chef de projet, hein, qui n'était pas agent SNCF, hein, qui sortait du Sénat, rapporteur principal du budget du Sénat, passage par la Cour des comptes, chevalier de l'ordre du mérite, spécialiste de la fiscalité des entreprises, bref, ce qu'on appelle un cost killer en anglais, puisqu'on va voir qu'il y a beaucoup de termes anglais, hein, parce que tout de suite ça fait plus tendance, hein, en anglais, ça fait plus fashion en anglais qu'en français. Donc un chasseur de coûts, hein, donc voilà, un réducteur de coûts dans les entreprises, et donc qui arrivait avec ce projet dans la poche, mais qui est certainement pensé avant par les gouvernements précédents, puisqu'en 2011, c'était pas encore le gouvernement actuel, bien que la réforme du ferroviaire finisse aujourd'hui la mise en place de cette technique de management et d'organisation du travail. Donc, en 2016, il se passe ça, et on nous amène un document de présentation donc, du projet qui s'appelle Petit Collectif. Donc, vous voyez, c'est un beau pavé. En CHSCT, un comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail qui doit être consulté pour chaque réorganisation, puisque grâce à la loi Macron 2, les CHSCT ont disparu, c'était trop difficile de faire passer des projets et de les présenter tout le temps en CHSCT. Il y avait des votes, on pouvait voter des délibérations, on pouvait aller en justice pour des organisations du travail qui paraissaient dangereuses. Alors que voilà, aujourd'hui, avec le CSE, c'est beaucoup plus compliqué. Et déjà, le budget du CSE limite les allers-retours en justice. Et en plus, le CSE est débordé par le travail. Et c'est même les membres du CSE, s'ils veulent bien faire leur boulot, qui sont plutôt menacés de burn-out. Donc, ils sont arrivés avec un document, donc un document de présentation. Et le CHSCT a demandé une expertise. Donc on a demandé au cabinet de gestes, hein, les 5 CHSCT concernés ont demandé une expertise pour savoir, parce que les représentants du personnel ne sont pas des professionnels de la santé au travail non plus, hein, même si on peut avoir un peu d'expérience et un peu de savoir-faire, on n'est pas des professionnels, donc il faut avoir recours à un professionnel. Donc le cabinet de gestes qui a l'habitude de travailler pour les SNCF, pour ça que c'était le cabinet de gestes,
c'est un cabinet qui travaille de longue date pour les instances représentatives du personnel de la SNCF, qui connaît bien le milieu ferroviaire, et donc a rendu un rapport de 165 pages, hein, voilà, avec tout ce qui va bien pour expliquer les risques qui sont liés à cette réorganisation. Et au moment, donc, fin 2016, vers en septembre 2016, le chef de projet nous a sorti également une expertise du cabinet Stimulus, qu'on n'avait pas demandé. Donc on était étonné qu'il paye lui-même une expertise. Alors on a compris quand même en regardant le document, qui est beaucoup plus succinct que le document de geste, qui ne détaille pas du tout les choses, bon, qui est quand même... ils ne peuvent pas dire qu'il y a beaucoup de positifs, puisqu'on voit, regardez, voilà, sur positif, rien, hein, voilà, pas de points positifs évoqués par les participants, pas de points positifs évoqués par les participants, par contre que du négatif. Mais évidemment, c'est quand même assez couleur pastel à la fin, voilà, c'est pas trop à charge, il y a quelques préconisations, mais voilà... Impact du projet sur le niveau de risque psychosocial. Bon, voilà, il y a quelques phrases. C'est pas, il faut que ce soit. On peut le lire parce que c'est très court. Hein. Apporter des réponses précises et concrètes aux craintes relatives au déplacement géographique. Voilà. À minima, simuler précisément et communiquer les conséquences du projet sur la rémunération. On dirait la République En Marche qui nous explique qu'ils ont été trop intelligents et qu'ils nous ont pas assez expliqué un peu. Vous voyez, c'est un peu le même genre. Hein. Apporter aux futurs chefs d'équipe des ressources nécessaires à la construction de relations positives et efficaces avec les agents. Capacité de résolution des problèmes opérationnels, enfin voilà. C'est pas très précis, quoi. Et les CHSCT avaient demandé même un complément d'enquête au cabinet de geste qu'il avait dû fournir sous un mois. Et le résultat, je vais vous lire juste en conclusion, hein, c'est la dernière page, en conclusion. Hein. À partir des informations dont nous disposons, nouveaux éléments y compris, puisqu'entre septembre et octobre, il y avait eu des nouveaux éléments communiqués par l'entreprise sur le projet, donc. Notre analyse confirme les résultats de notre rapport d'expertise et montre que le projet Petit Collectif devrait dégrader les conditions de travail et de santé, on l'a vu par la suite, hein, et reste en cela porteur de risques professionnels nécessitant d'être prévenu pour répondre à l'obligation de sécurité de résultat faite à l'employeur. Voilà. Donc ça ne correspond pas alors, parmi les risques, hein, une augmentation de la charge de travail, de son intensité, du fait entre autres d'un manque de moyens, des rythmes et horaires de travail subis, voilà, une perte de sens au travail, une dégradation des relations de travail. Alors, à la lecture de ça aujourd'hui, je peux vous dire que c'est tout à fait ça, hein, puisque les relations de travail, c'est devenu catastrophique. Un déséquilibre effort-récompense qui est extrêmement blessant pour les collègues. Ça fait partie évidemment de la souffrance au travail. Quand on n'est pas reconnu, récompensé pour son travail, on a du mal, on le vit très très mal. Et il y a des collègues qui sont malades à cause de ça, qui se rendent malades à cause de ça. Hein. Et moi-même d'ailleurs, puisque si je me suis mis à genoux devant mes responsables, c'est puisqu'on me discriminait sur mon déroulement de carrière. Donc oui, ça rend malade, hein, ça rend dingue. Une insécurité économique liée à la perte de rémunération et plus généralement des troubles psychosociaux. Alors, donc des SCOT, hein, des souffrances causées par l'organisation du travail. Je préfère encore une fois ce terme-là. Donc on voit que l'entreprise était prévenue par le cabinet de geste. Mais quand on regarde aujourd'hui, à la lumière des éléments qui ressortent aujourd'hui, et notamment du procès de France Télécom, ils étaient plus que prévenus. Ils savaient que les risques existaient. Hein. Alors, ils ont été également prévenus par Madame François, une psychologue spécialisée dans la souffrance au travail, qui avait effectué un rapport sur le projet Petit Collectif, hein, en expliquant, donc en conclusion, juste rapidement, hein, il y a des mises en garde, hein, voilà, sur certains postes, des chefs d'équipe qui vont devoir supporter une charge de travail beaucoup trop importante. Et donc en conclusion, nous avons comparé et étudié le réel du travail confronté au travail prescrit. Cette enquête nous permet d'affirmer qu'il y a souffrance au travail alors que la nouvelle organisation n'est pas encore en place. La mise en œuvre est beaucoup trop rapide. Les agents résistent au changement. La coopération au travail n'est pas possible dans ces conditions. Les arrêts maladie vont certainement aller crescendo, ce qui aura pour conséquence un coût financier exponentiel pour la SNCF. Madame François a essayé même de les prendre par les sentiments en parlant financier, mais ça n'a pas marché puisque ça a été quand même mis en place. Donc il faut regarder maintenant ces éléments à la lumière actuelle. Donc, regardons un peu ce qui s'est passé avec France Télécom. Hein, on a les retours maintenant de France Télécom. Et on sait, il y a des articles, donc, notamment cet article de Mediapart, hein, qui nous explique quelle était la part exacte de rémunération variable qui était attribuée aux dirigeants ou à leurs subordonnés
dénommés entrepreneurs, s'ils tenaient leurs objectifs de réduction des effectifs. Qui a utilisé le terme low performer? Parce que voilà, ça, en anglais, ça passe toujours mieux que bon à rien ou que pas assez productif. Hein. Low performer, pour désigner les salariés qui ne répondaient pas aux attentes. À quelle fréquence étaient envoyés les push emails énumérant les postes disponibles ailleurs dans la fonction publique et que certains fonctionnaires de France Télécom disent avoir reçu plusieurs fois par semaine? Alors, je dirais qu'à la SNCF, c'est pas des push emails, hein, c'est t'as qu'à démissionner. Voilà. Les chefs expliquent maintenant au quotidien aux collègues que mais tu es mal dans l'entreprise, tu te sens pas bien, on crée les conditions du mal-être et puis après on dit t'as qu'à démissionner, je pense que c'est le mieux, voilà. Parce que sinon l'entreprise, de toute façon, est aujourd'hui volontairement tellement rigide et lente que le temps qu'on trouve que les choses s'améliorent, on a le temps d'être vraiment très très mal. Et voilà. Il y a dans ce procès France Télécom quand même, il y a aussi des horreurs, quoi. Quand l'avocat de l'ex-PDG Didier Lombard qui interroge un psychiatre et lui dit « J'ai une question, mais je ne peux pas vous harceler et je veux être sûr que vous ne vous suiciderez pas à la sortie. » On voit que l'humour de cet avocat, moi je pense qu'il serait peu apprécié des familles des agents de France Télécom qui ont mis fin à leur jour. Moi je pense vraiment que c'est un humour très déplacé. Et voilà, donc il explique qu'il fallait réduire de 20% le nombre de collaborateurs. Et cette stratégie a été rendue possible par le fait qu'en termes juridiques, les fonctionnaires non soumis au droit du travail étaient moins bien protégés que les salariés de droit privé. C'est ce qui se passe aujourd'hui à la SNCF. Les textes, les fameux statuts qui nous rendraient des privilégiés, des profiteurs par rapport au reste de la nation, sont en fait tellement flous, tellement vagues, que quand on leur donne une lecture extérieure et malveillante, ils sont beaucoup moins protecteurs que beaucoup de textes de droit commun. Nos contrats, par exemple, il y a beaucoup de possibilités de déplacer, beaucoup plus que dans un contrat de droit privé où la clause de mobilité reste sur une petite surface, alors que avec le cadre permanent SNCF, c'est sur l'ensemble du territoire français. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. Je le redis, les salaires d'embauche à la SNCF sont inférieurs au SMIC. Alors les privilégiés, voilà, les gens que vous voyez dans vos gares, dans les gares, les agents d'accueil, les agents commerciaux qui sont dans les gares, pour au moins la moitié, ils gagnent moins que le SMIC. Voilà, leur salaire de base est inférieur au SMIC. Après, il y a des primes, mais ce sont des primes de pénibilité en fonction du jour travaillé, des heures de nuit, des heures de dimanche et fête, etc. Des primes qui sont là parce qu'on détruit leur vie sociale et leur santé. N'oubliez pas que le travail en 3-8, c'est 10 ans d'espérance de vie en moins quand même. Donc ce sont des primes qui sont liées à la pénibilité du travail. Donc, voilà, également, pourquoi ces personnes en responsabilité ont mis en place cette stratégie à France Télécom. Il redit encore sa stupéfaction devant le mécanisme infernal, donc c'est un syndicaliste qui parle. Vous imaginez le niveau d'aliénation dans lequel vous mettez les collaborateurs, vous leur dites, si on réussit le nombre de suppressions d'emplois, on fera monter le cours et on touchera le pognon. Donc c'est assez énorme quand même. Moi je pense qu'à la SNCF, ce même processus est mis en place. Donc, on a, déjà à l'époque, qu'est-ce qu'on retrouve à France Télécom? On retrouve le fameux cabinet Stimulus, celui qui a été mandaté, pas à la demande du CHSCT, mais à la demande du chef de projet, pour effectuer son expertise, le fameux cabinet Stimulus. Alors, ça devient intéressant quand même, parce qu'à l'époque, déjà dans Mediapart, un psychologue, un psychiatre, donc c'est un psychologue et un psychiatre, je crois, voilà. Psychiatre, psychanalyste, pardon. Voilà, signe un article dans Mediapart en 2009, et il parle longuement du cabinet Stimulus, et pas tellement en bien. Entre guillemets, proche de la direction, l'expression est faible. Car si l'on en croit le site Stimulus, France Télécom leur serait client en matière de gestion du stress. Il cite un autre site, voilà, la lettre d'information du 18 mars 2008. Le cabinet Stimulus conseille effectivement France Télécom et organise des formations de gestion du stress. Stimulus Conseil serait donc ici tout simplement juge et partie. Créé en 1989 par son actuel dirigeant, le docteur Patrick Légeron, lit-on sur le site du cabinet, le cabinet de conseil Stimulus possède une expertise reconnue dans le domaine du stress en entreprise. Stress lié aux contraintes et exigences du travail.
au changement organisationnel, aux relations difficiles, aux agressions et à la violence. Donc les consultants de Stimulus sont tous des médecins psychiatres ou des psychologues formés aux sciences du comportement et à la psychologie cognitive. Ils ont un parcours important dans le domaine médical et ou psychologique et possèdent une solide expérience de l'entreprise. Les intervenants de Stimulus sont tous membres actifs de l'AFTCC, l'Association française de thérapie comportementale cognitive. Ça les a pas empêchés, ça n'a pas empêché les suicides à France Télécom. Tout cet étalage de compétences et de sciences n'a évidemment pas empêché tout ça, ce qui s'est passé à France Télécom. Le docteur Légeron, en plus d'être le prolifique auteur que l'on connaît, nombreux ouvrages sur le stress, notamment en association avec le célèbre docteur Christophe André, et le chef d'entreprise dynamique que l'on devine, parce que c'est le président de Stimulus, s'est vu confier une mission d'expertise par le ministre du Travail, à l'époque Xavier Bertrand, à l'origine d'un rapport remis en mars 2008, dans lequel on pouvait lire notamment, ouvrez les guillemets, « Nous pensons que privilégier l'observation des faits relatifs à des concepts précis et selon des méthodes scientifiquement éprouvées est la meilleure façon d'établir dans notre pays un consensus minimum sur la reconnaissance des risques psychosociaux ramenés à des faits et sur leurs mesures objectives. » Je pense que les faits, aujourd'hui, tout le monde les connaît. Et je pense que là-dessus, la reconnaissance de la souffrance causée par l'organisation du travail, la reconnaissance des SCOT est bien sûr d'actualité. Donc, on voit que ce chef de projet s'appuie sur le cabinet Stimulus, qui non seulement a officié à France Télécom, mais également à PSA Mulhouse. Alors, on voit dans l'article, un très bon article de Révolution Permanente, qui est en fait la postface du livre de Elisabeth Dess, Le harcèlement au travail, Mémoire d'un combat, qui est un docteur reconnu dans tout ce qui est harcèlement moral et souffrance au travail, et qui explique que le lean management, donc la méthode Toyota, le toyotisme, puisque ça a été inventé par Toyota, a généré, d'après lui, au moins 5 suicides à PSA Mulhouse. Et on peut lire des choses qui vont parler aux gens de la région SNCF de Paris-Saint-Lazare, puisque, alors, il convient de préciser que dans la région SNCF de Paris-Saint-Lazare, ceux qui sont concernés sont les agents commerciaux des gares, parce que c'est des postes qu'on a déqualifiés d'abord, en amont. C'est-à-dire qu'on ferme les guichets. Vous avez remarqué certainement pour les usagers qu'il y a de moins en moins de guichets d'ouverts dans la région SNCF de Paris-Saint-Lazare, enfin même partout en France, il y a de moins en moins. La SNCF ferme tous les guichets, ce qui permet de déqualifier les postes commerciaux et d'embaucher des intérimaires et d'embaucher des CDD. Il n'y a plus besoin de les former. La seule partie vraiment technique et vraiment qualifiante des postes d'agents commerciaux, c'est la tenue, c'est de se servir du logiciel de vente, qui est un logiciel assez complexe, assez lourd, puisqu'il y a un nombre de destinations super important en France, SNCF. Et donc, ce logiciel permettait d'avoir une qualification également, la comptabilité, la fin de service, le fond de caisse, des choses comme ça, qui demandaient un apprentissage. Aujourd'hui, pour faire du renseignement, il suffit d'une application. D'ailleurs, quand on demande un renseignement à un agent d'accueil SNCF, il regarde sur son téléphone avec l'application que nous-mêmes, on peut avoir sur notre téléphone. Donc, la qualification de ces postes a été tirée vers le bas, ce qui permet de déqualifier, d'embaucher des intérimaires, je l'ai déjà dit, de précariser et donc de tirer aussi, également la qualité vers le bas, la qualité de service. Donc, on voit que cette vague de suicides, de 5 suicides de PSA Mulhouse qui se passe, d'après ce que j'ai compris, je pense ne pas me tromper, entre 2007 et 2009, Vincent Duze l'explique dans cet article de Révolution Permanente sur plusieurs points. D'abord, la chasse au temps mort. De façon très concrète, ça veut dire que chaque mouvement doit être productif. Aucune perte de gain de productivité n'est tolérée en dehors des pauses. Il n'est plus temps de souffler entre 2 voitures. Tout cela aggrave considérablement les conditions de travail et implique une modification importante de l'augmentation de la charge de travail dans le but de supprimer des postes en suivant la logique et la recherche du profit maximum. C'est ce qui est développé dans le rapport d'enquête du cabinet de Geste, que je vous ai lu, dont je vous ai lu les conclusions tout à l'heure. Et également, ça apparaît dans le document de présentation. Dans le document de présentation, on voit à la page 8
diminution des temps morts. Alors évidemment, sur un truc qui fait 300 pages, c'est 3 mots, enfin 4 mots. Mais c'est 4 mots qui sont les plus importants en réalité. Il y a une diminution des temps morts. Il y a également aussi le travail au standard. En effet, la standardisation a pour conséquence une robotisation des actes de travail pour les salariés. L'exemple est pris sur celui qui va courir le plus sur la chaîne, sans autre considération que mettre à profit tous les petits trucs qu'ont les ouvriers pour gagner du temps. Donc, voilà, il faut être standardisé. Et on le voit que c'est également ce qui était demandé aux agents SNCF, c'est également ce qui est demandé aux agents SNCF. Alors ça c'est en 2009, hein, cet article, mais on voit qu'en 2017, le chef de projet écrit aux membres du CHSCT « Vous avez noté que depuis la mise en place de petits collectifs », donc ça c'est en février 2017, petit collectif a été mis en place entre le 1er novembre et le 1er février 2017, donc juste après la mise en place de petits collectifs, il écrit aux membres du CHSCT « Vous avez noté que depuis la mise en place de petits collectifs, l'établissement a mis en place, en plus il fait des répétitions, mais pas très bon en français, hein, les méthodes de l'excellence opérationnelle qui constituent un standard du fonctionnement de nombreuses entreprises et dont les signes les plus visibles, mais non exclusifs, sont le point 5 minutes et le management visuel. Alors qu'est-ce que c'est que le point 5 minutes ? C'est une conséquence du lean management, c'est-à-dire que à chaque prise de service, il y a une réunion pour améliorer donc soi-disant la productivité, hein, donc voilà. Et c'est pour ça que vous ne trouvez plus de guichet ouvert aussitôt qu'avant, puisque à la même date, lors de la prise de service, eh bien, les agents, au lieu d'être à leur poste de travail, ils sont en réunion pour se mettre en place. Et c'est pour ça que les guichets sont fermés aussi entre 12h30 et 13h30, en gros, hein, dans les gares, parce que l'équipe de matinée a fini son service, et l'équipe de soirée qui avant prenait le service immédiatement, et donc il y avait quasiment, en plus quand il y avait par exemple dans les grandes gares 2 ou 3 guichets, on décalait les services pour qu'il y ait toujours un guichet d'ouvert, ben là il y a fermeture totale des postes de vente pendant le temps de la fin de service des agents qui travaillaient le matin et la prise de service des agents de soirée qui en plus sont au point 5 minutes, qui est évidemment, hein, on l'a dit, les signes les plus visibles, les standards de l'excellence opérationnelle. Donc c'est de fermer les gares et qu'il n'y ait plus personne sur le terrain, ni pour enseigner, ni pour vendre, sont les standards de l'excellence opérationnelle, d'où la perte de sens dont parlait le rapport du cabinet de gestes, puisque c'est le but d'un agent SNCF, c'est d'être au travail et de vendre s'il est au guichet, au poste de vente, ou de renseigner s'il fait de l'accueil, mais pas d'être en réunion. Donc c'est vrai que les anciens, au moment de cette mise en place, ont beaucoup critiqué ce point 5 minutes, à mon avis à juste titre. Donc, également, le troisième point, hein, donc cette intensification des charges de travail va de pair avec la chasse au temps mort, donc voilà, c'est la même chose. Et Vincent Dusse donc, parle également des anciens, ceux qui sont malades ou les salariés handicapés, sous la pression des cadences infernales. Donc, on l'a vu, la même chose que les fameux low performers, hein, dont parle France Télécom, pour chasser les salariés, et notamment les fonctionnaires à l'époque à France Télécom, qui étaient moins rentables, moins productifs, parce que voilà. Donc d'un côté, à la SNCF, il y a un accord national, l'accord national favorisant l'emploi des travailleurs handicapés. Donc d'un côté, on signe un accord pour, semble-t-il, en tout cas de façade, attirer les travailleurs handicapés pour qu'ils puissent travailler à la SNCF, et de l'autre côté, on ne peut pas aménager les postes, parce que ce sont des low performers. Donc il faut des gens qui soient productifs. C'est pour ça que j'avais posé la question si on voulait des agents génétiquement purs, et que ça m'avait été reproché par courrier, alors que on voit bien que c'est la conséquence du lean management qui n'est lui-même que l'émanation du capitalisme, hein, pur et dur. Donc, à la vue de tout ça, on peut se dire, donc est-ce qu'ils étaient prévenus ? Bien sûr qu'ils étaient prévenus. Bien sûr qu'ils sont prévenus, puisque donc c'est cet article de 2009 sur il y a une littérature abondante sur les risques. Hein. Voilà, il y a j'ai prévu quelques articles. Il y a une littérature abondante. L'ancien DRH de PSA Mulhouse, qui s'appelle Vergne, donc qui débouche sur un accord sur le dispositif d'évaluation de prévention du stress professionnel à Peugeot, à PSA Mulhouse, enfin à PSA d'ailleurs. Et on voit dans ce document qui fait donc une vingtaine de pages
qu'il y a 3 lignes sur l'implication des CHSCT quand même. Bon, on ne va pas non plus donner trop de pouvoir aux représentants du personnel. Donc oui, le CHSCT est une instance essentielle. Hein. Voilà, ça c'est en 3 lignes. Par contre, la logorée verbale pour dire tout et n'importe quoi et pour noyer le poisson, elle est abondante. Donc on voit également sur le site de PSA Mulhouse à l'époque que l'entreprise PSA voulait faire intervenir le fameux docteur Légeron, président, directeur général du cabinet Stimulus. Voilà. Évidemment, alors c'est toujours plus facile de faire intervenir un cabinet ami. Sans vouloir accuser qui que ce soit, moi ça me fait un peu penser au Monsanto Papers, quand on achète les experts pour avoir des conclusions favorables, ou à toutes les études sur l'innocuité du tabac qui n'est pas du tout cancérigène, qui ont été payées par l'industrie tabagique l'industrie du tabac plutôt pendant des années. Voilà. Et on voit que pour le cabinet Stimulus quand même que c'est des gens bien, quoi, quand même, ces gens-là. Voilà. Ils célèbrent leurs 30 ans de santé psychologique au travail. Voilà, c'est vraiment bien. Et ils invitent, bien sûr, Jean-Luc Verne, un ancien DRH de grands groupes Sanofi, PSA, BPCE. Après avoir dirigé une entreprise dans laquelle il y a eu 5 morts suite à la mise en place d'une organisation du travail pathogène, voilà, il a quand même continué à dérouler sa carrière dans des grandes entreprises. Voilà, donc c'est super, les 30 ans de Stimulus. Et d'ailleurs, ils nous font confiance. Stimulus estime que, voilà, oui, ils font confiance. Alors, c'est bizarre parce que tout le monde leur fait confiance. Hein. TF1, SNCF, bien sûr, à la SNCF Réseau, bien sûr, voilà, Alstom, etc., etc. Mais c'est bizarre, on ne trouve pas France Télécom. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est une confiance qui dérange. Pourtant, à l'époque, si on regarde les documents, il leur faisait bien confiance à Stimulus. Hein. Stimulus faisait confiance à France Télécom aussi, hein, pour être sous contrat. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on ne retrouve pas trace de France Télécom dans l'étalage des amis du cabinet Stimulus. Donc, on voit voilà, que donc, à PSA Mulhouse, enfin PSA, le cabinet Stimulus était proposé par la direction, bien sûr, hein, pas par les salariés. Hein. Les salariés demandaient la venue de Christophe Dejour, qui est un grand psychologue du travail très connu et spécialisé dans la souffrance au travail et les suicides d'origine professionnelle. Et évidemment, il vaut mieux, dans ces cas-là, avoir le docteur Légeron, je pense, pour aider une entreprise comme PSA. Donc on voit le niveau d'implication de ces responsables des ressources humaines, hein, ça peut être quand même responsable des ressources humaines sur la souffrance au travail, hein, puisque donc il dit c'est l'itinéraire d'un DRH gâté, hein, les meilleurs extraits, la découverte des risques psychosociaux, c'est le journal du net, hein, le journal du net management. Donc voilà, j'ai invité alors le professeur Patrick Légeron, donc c'est Jean-Luc Verne, hein, qui est toujours à l'époque DRH de PSA. J'ai invité le professeur Patrick Légeron, psychiatre et spécialiste du stress en entreprise, à venir m'expliquer ce qu'était le stress, à le comprendre et à déceler ses causes et ses facteurs. L'échange prévu pour durer une heure se prolongea plus de 5 heures. Bon bref, naninana. Et il explique, hein, monsieur Vernien, quels résultats vont nous tirer de cette enquête ? Le niveau de stress des salariés de PSA était équivalent au panel de référence établi à partir d'entreprises auditées dans différents secteurs d'activité, à savoir 20% des salariés déclaraient souffrir de troubles de santé liés au stress. Un taux qui semble élevé, certes, mais qui est considéré comme une moyenne acceptable dans l'ensemble des pays européens. Donc voilà, 20%, un salarié sur 5 en détresse à cause de ses conditions de travail, et donc potentiellement en dépression, ou voire plus. C'est un taux acceptable pour ces personnes qui représentent la direction des ressources humaines. Et il conclut en disant « Il faut tout mettre en œuvre pour agir sur les différents risques psychosociaux, les SCOT, hein, les souffrances causées par l'organisation du travail, tant pour des raisons éthiques qu'économiques. » Donc on voit bien que ce qui est quand même important, sont les raisons économiques. Voilà. Et donc ce monsieur, c'est pour ça qu'il est invité, donc ça c'est en 2013 où il fait ce retour d'expérience de son passage à PSA, et c'est donc ensuite
Ensuite, il est invité à Stimulus, hein, quand même, je rappelle, parce que il fait partie des amis de Stimulus. Alors, pour un cabinet qui s'occupe du stress au travail, inviter quelqu'un qui savait même pas que ça existait, moi, ça me paraît un petit peu bizarre. Hein. Ils sont pas armés ils savaient pas que ça existait. Les ressources humaines, c'est pas très humain en réalité. Il y a aussi un autre facteur qui est déterminant et qui est cité dans plusieurs articles et analyses sur la souffrance causée par l'organisation du travail, les SCOT, c'est l'encadrement. Tout dépend en réalité de l'encadrement. Est-ce qu'il est bienveillant ou pas? Et quand on voit donc sur la région de Saint-Lazare, on a eu beaucoup de fichiers illégaux. Des fichiers illégaux qui étaient donc illégaux, hein, pour ficher les agents et donner des appréciations. Le plus connu qui était sorti dans la presse, c'est le fichier de Saint-Lazare pour les agents qui donnent le départ des trains. Je ne vais pas tout vous lire, mais il y a des choses intéressantes. C'est à chaque fois déjà, est-ce qu'il est gréviste, l'agent, hein? Tout le temps gréviste, ne le dit jamais. Femme gravement malade. Donc en plus, voilà, c'est embêtant, il est marié avec quelqu'un qui est malade. C'est certainement pas un bon agent. Hein. Il y en a un, on dit, bon, il fait sa prière au local. En plus, il y a des choses qui sont vraiment... voilà. Et donc, oui, alors il y en a qui sont bons, mais ils sont très chiants côté sécurité. Attention, il est calé. 3 points d'exclamation. Ouais, c'est embêtant qu'il soit calé sur les textes. Hein. Parce qu'en plus, on demande maintenant aux agents de ne pas être trop regardants. Parce que le principal, c'est de faire circuler les trains. Alors qu'avant, le cœur du travail, ce qui tenait le plus à cœur à l'entreprise et aux agents SNCF, c'était de faire circuler les trains en toute sécurité. Pas de faire circuler les trains comme on pouvait. Hein. Mais en sécurité, à l'heure et en sécurité. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, on faisait circuler les trains à la TK seconde, ce qui était un peu casse-pied quand même, c'est à 10 secondes près. Un peu casse-pied parce qu'on n'avait jamais la même heure, mais voilà. Mais c'était quand même la fierté du métier, la sécurité et la ponctualité. Alors aujourd'hui, vous jugerez par vous-même. Alors il y en a un autre, voilà, excellent, le meilleur des agents, il va passer agent de maîtrise, en plus surtout, il dit quand il fait grève. Ah, ça c'est important, c'est pour ça qu'il passe agent de maîtrise. Hein. Je pense que lui, il a la bonne posture qui m'a été reprochée à moi. Alors bien sûr aussi, est-ce qu'ils sont syndiqués, hein? Donc lui, voilà, c'est écrit, syndiqué Sudrail, attention, voilà. Gréviste, il le dit si on lui demande. Bon, alors voilà. Là, lui aussi, Sudrail, voilà. Alors, une autre personne, absence répétée, pas tout le temps, ne fait pas tout le temps grève, mais pas franc, ne pas lui demander. Je pense qu'il a dû un petit peu rouler l'encadrement dans la farine en disant qu'il allait faire grève ou qu'il n'allait pas faire grève et puis faire le contraire. Donc voilà. Donc il veut un poste, non, 3 points d'exclamation. Ah, non, il n'aura pas le poste, hein, parce que déjà, il dit pas il dit pas la vérité s'il fait grève ou pas. Donc non. Hein, voilà. Donc là, il y a un agent. Il y a écrit hôpital toujours agressé. Ben, cet agent, il a été licencié depuis. Voilà, c'est moi qui l'ai défendu. Donc je sais très bien, il a été licencié parce qu'il n'était plus en état en fait de tenir son poste. Il a fait plusieurs crises d'angoisse et à cause des voyageurs, parce que quand on est dans un service public, déjà, c'est reconnu par tous les spécialistes que on est plus sensible, on est plus sujet aux agressions des usagers, et notamment à la SNCF, puisqu'on sait très bien que la dégradation du service ferroviaire fait qu'on est plus agressé. Donc, pour continuer dans ce fichier illégal, hein, on voit une autre personne, 2 enfants, alors, point d'exclamation, enfin, signe danger, arrêt maladie, hein, grève, on ne sait jamais. On ne sait jamais si la personne fait grève, c'est embêtant. Hein. Une autre encore, ne fait pas grève, cache, pas de grève, leader en devenir, voilà. Mais quand même, il vient du fin fond de la campagne. Ça, c'est pas très... Non, c'est un bouseux, hein, semble-t-il, d'après la direction SNCF. Hein. Voilà. Là, il y en a un autre, bonne mentalité, pas de grève, à suivre, voilà. Et une autre, pas de grève, assume. Bon, elle est un peu trop indépendante, cette personne, mais bon, quand même. L'autre, voilà, pas de grève. Alors évidemment, ceux qui sont délégués, hein, représentants du personnel et militants syndicaux, ben eux, bon, ben voilà, hein, ils sont tout de suite mis à l'écart. Hein. Voilà, il y en a une autre, grève, oui, toujours. Voilà. Attention, alors on signe attention, sort avec un mec d'un autre service, alors là, je sais pas, ça doit être pénalisant, je sais pas.
Une autre personne, grève jamais, voilà. Grève toujours, voilà, le dit. Bon, bah, si on le dit, déjà, c'est quand même mieux. Il n'y a pas de signe attention, voilà. Un autre, bah oui, alors, grève tout le temps, voilà, c'est normal, c'est un délégué, c'est un militant syndical. Leader, alors là, malheureusement, ça c'est embêtant, il n'aura pas de déroulement de carrière. Donc ça, c'est les agents d'exécution. Il y en a une autre personne, vachement bien, carré, urgent de proposer à la qualification supérieure, passe devant tout le monde. Voilà. Grève, non, le dit. Voilà, donc super, leader. Alors là ça, cette personne-là va être chef, c'est sûr. Un autre, grève jamais, sûr. Voilà, c'est écrit 3 fois. Grève jamais, sûr. On voit c'est ça qui intéresse beaucoup l'entreprise et l'encadrement. On voit, donc ça, c'était juste avant la mise en place de la région test de Paris-Saint-Lazare. Donc on voit que l'entreprise détectait déjà des personnes, et c'est à mon avis la raison d'être de ces fichiers qui se sont généralisés, on va le voir, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Ça, c'est celui de Saint-Lazare, sur les agents d'exécution de Saint-Lazare qui donnent le départ des trains, mais il y en a eu d'autres, bien sûr. Donc, alors lui, grève, fluctuant, ne le dit pas, mes copains avec tout le monde, syndicat surtout. Alors c'est embêtant, ça, lui, il n'aura pas de... Je pense que... non. Grève, oui, si... voilà, il le dit, bon... grève fluctuant, le dit. Alors, lui, c'est une racaille, alors lui, c'est carrément pas très glorieux. Grève, oui, pas confiance. Voilà, bon, je pense qu'il doit... En plus, il ne doit pas le dire. Voilà, jamais grève, pas de grève, voilà. Gréviste pas forcé, le dit pas. Ne pas demander. Voilà, mais en même temps, c'est un délégué CGT. Donc voilà. Et alors il y en a un, arrêt depuis 3 ans. Et cette personne, elle a été licenciée alors qu'elle était cancéreuse en phase terminale. Oui, c'est ça la SNCF. Voilà, lui, c'était certainement un low performer puisqu'il était en arrêt depuis 3 ans. Quoi. Donc, en dessous de cet agent qui a été licencié, on a une autre collègue pour laquelle est écrit stupide, un point d'exclamation et un smiley. Alors, ensuite, il y a écrit arrêt de travail au bout de 2 mois. Son mec l'a lâché. Enceinte en août, 2 points d'exclamation. Enfin bon, si un dirigeant écrit ça dans un fichier illégal, c'est parce qu'il est sensibilisé à ça. C'est parce qu'on lui a demandé d'évaluer le degré d'intelligence de ses agents. Et les arrêts maladie, si les personnes, les agents femmes sont enceintes ou pas. Voilà la réalité des faits. C'est qu'un encadrant, il n'écrit pas ça si ce ne sont pas des informations qui ne lui sont pas demandées. Voilà, il y en a un racaille, bas de plafond, enfin voilà. Bon, ça c'est des petits mots gentils, des petits mots d'amour de l'entreprise, mais voilà. Et ce qui est important, on voit bien, c'est si on fait grève ou pas et si on le dit ou pas. Il y a ce deuxième fichier qui a été trouvé par la suite et qui là devient très intéressant au vu de la réorganisation en cours parce qu'il y a un code couleur. On voit il y a un code couleur, vert, jaune, rouge. Dans d'autres circonstances, ça peut être sympa, vert, jaune, rouge, mais là, beaucoup moins. Donc, je vous lis quand même parce que c'est super édifiant. Très juste en sécu, il est en vert lui. Très juste en sécu et en sécurité des circulations. Et mauvais en production. Retour important sur le collectif chef d'escale. Donc il semble qu'il ait des retours importants, ça veut dire qu'il a de l'influence. Soucieux de son image, plane un peu. Il attend pour avoir un déroulement de carrière. Pas au niveau, en gras et en gros et en majuscule, pas au niveau, mais facilement impressionnable, oui, il est vert. C'est-à-dire oui, il aura un déroulement de carrière. Voilà ce qu'on attend des chefs à la SNCF, c'est qu'ils soient facilement impressionnables, même s'ils ne sont pas au niveau, ils vont dérouler. Un autre en rouge, grande intelligence, être méfiant, fort leadership sur le collectif et sur les autres et sur les agents, à surveiller, CGT, point d'interrogation. Bon en sécurité, très bon en production, potentiellement gréviste, râleur, dangereux en majuscule et en gras. Empathie et impulsivité. Non, lui il est rouge, il n'aura pas le déroulement de carrière. Parce que il est très bon en sécurité et très bon en production, mais il est dangereux, il est proche de la CGT, ça va pas. Un autre en vert, pas de vague, pas mauvais en sécurité et en production, influençable, soucieux de son image, parfois influencé par le collectif, retour intéressant sur le collectif chef d'escale. Donc ce sont des chefs, c'est que je l'ai dit, ce n'est pas des agents d'exécution, là, ce sont des chefs, des agents de maîtrise. Pas assez de charisme, faible, craque sous la pression, mais oui, en vert. Voilà, parce que il n'est pas comme l'autre, il n'est pas dangereux, lui, il n'est pas proche de la CGT. Voilà. Donc,
Manque de confiance en elle, beaucoup trop proche des agents, très mauvais caractère, se méfier, pas mauvaise en sécurité et en production, sensible, émotivité et caractère non en rouge. Voilà. Il y en a un autre en jaune, alors lui c'est entre les deux. Voilà. Peu d'emprise sur lui, trop proche des agents, très bon en sécurité et bon en production, mauvais en management. Pas engagé, mauvais en management selon les critères de la direction, ce qui veut dire que moi j'aurais tendance à dire qu'il est assez humain plutôt. Pas engagé, respecté par les autres chefs d'escale, potentiellement gréviste, impulsif, fuit le conflit et attitude dilettante. Non, pas de déroulement de carrière. Voilà. Veut dérouler à la qualification F, donc c'est la qualification supérieure d'après. Ne fait pas grève, mais se méfier, à surveiller, CGT, point d'interrogation. Bon voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà l'idée. Alors, ce qui veut dire, voilà, on voit quels sont les critères qui définissent le déroulement de carrière demandé par les agents, par l'entreprise SNCF à ses agents. C'est évidemment pas la qualité de service, on le voit, c'est la posture de l'agent de maîtrise, je dirais, pour mon expérience personnelle. Posture que je n'ai pas. Donc, c'est cet encadrement qui ne peut pas se faire respecter par son expérience, par sa connaissance du métier, se retrouve en difficulté. Et la seule façon de se faire respecter dans ce cas-là, qu'est-ce qui lui reste ? C'est le disciplinaire. Voilà pourquoi ça crée de la souffrance au niveau du management. C'est ce qui est dénoncé dans les articles et les études des spécialistes de la souffrance au travail. Un encadrement, il est légitime quand il maîtrise, quand il amène un plus au niveau technique et au niveau expérience et avec une fibre managériale. Mais s'il n'est sélectionné que sur sa servilité et que justement sa technicité n'est pas mise en avant, parce qu'on ne sélectionne pas sur ces critères-là, et bien évidemment que ça crée de la souffrance au niveau des agents qui sont managés. Donc si on fait le bilan de tout ça, on peut dire que c'est connu. Il y a de nombreux écrits sur les risques de la souffrance au travail. Par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, par l'INRS, l'Institut national de recherche sur la santé au travail, qui explique, j'ai pas tout mis, je vais pas tout vous lire, mais voilà, il y a beaucoup de choses, qui présentent les risques qui sont connus depuis longtemps. Et pourtant, ce qu'on voit là, c'est que cette réorganisation à la SNCF, dont Saint-Lazare était une région test en 2016, elle cumule tout. Elle cumule un problème de management, puisqu'on le voit, les déroulements de carrière est basé sur la servilité, sur la souplesse d'échine, et non pas sur la qualité de travail qui donne pourtant une stature devant les agents. C'est-à-dire que quand on est en position de manager, quand on est en position d'encadrement, si on connaît bien le travail, eh bien, tout de suite on est plus respecté qu'un chef qui est mauvais techniquement. Voilà. Mais même s'il est bon vis-à-vis de l'étage supérieur des cadres en responsabilité, si on est mauvais techniquement, on est moins respecté. C'est une évidence. Mais ce qui est important, voilà, c'est de faire monter du management qui soit servile. La chasse au temps mort, donc voilà, on l'a vu. La standardisation, on l'a vu, ça apparaît dans les documents. Voilà, ce sont des standards, il faut obéir à des standards. Et évidemment, les low performers, donc tout ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire les agents malades, qu'on convoque pendant leur arrêt maladie pour faire un licenciement négocié, les agents reconnus travailleurs handicapés, évidemment, qu'on va pousser vers la sortie. En 2018, 2 licenciements de travailleurs handicapés qui étaient en mission, c'est-à-dire qui n'avaient pas de poste depuis des années. Il y en a un, de mémoire, je dirais, c'est 2012 ou 2013 qu'apparaît pour la première fois le mot reclassement écrit par le médecin du travail sur ses fiches d'aptitude. Et donc, en 2018, donc 6 ans plus tard, il n'a toujours pas de poste et on le pousse à la faute parce qu'il frappe, on le convoque en entretien préalable à sanction, une procédure disciplinaire,
pour des bêtises, des pécadilles, et il frappe du plat de la main sur la table en disant « J'en ai marre de vos mensonges !» J'étais là, c'est moi qui l'ai défendu, hein, donc je parle de choses vécues. Hein. Il frappe du plat de la main sur la table, il y a un verre de thé à rabord de l'autre côté de la table, il y a un peu de thé qui se renverse sur la table, la RH présente reçoit un peu de thé chaud sur la cuisse, et elle déclare un accident du travail. Le collègue finit aux urgences de l'Hôtel-Dieu, mais il est licencié. Voilà, parce que lui, il fait un accident du travail, il est licencié. Donc, concernant les agents RQTH, eh bien, il y a eu aussi un deuxième licenciement en 2018, à l'été 2018, d'un collègue RQTH à cause d'un accident du travail. Il s'est flingué le genou, il s'est détruit le genou en gare, en faisant de l'accueil, à cause d'un trottoir. Et donc, il a été opéré du genou. Ça devait être en 2012 de mémoire. Il n'a pas pu reprendre le travail tout de suite, ça a été très long. Il a eu une double greffe, enfin, etc. Voilà. Et donc, quand il a repris le travail, on l'a mis sur une mission d'accueil, c'est-à-dire debout. Voilà. On a dit qu'on pourrait lui donner un siège, mais on ne lui a pas donné de siège, déjà dans un premier temps. Et on l'a mis sur une mission d'accueil. Et ensuite, en mission. Donc on l'a envoyé à droite à gauche. Donc quelqu'un qui a une carte de travailleur handicapé, hein, station debout pénible quand même, hein, et on lui fait monter, descendre des escaliers. On l'envoie en train à Saint-Denis. On l'envoie en train à Clichy. On l'envoie en train... voilà. Donc entre lui, il habitait du côté de Bois-Colombes. Et donc on l'envoie en train un peu partout, Bécon-les-Bruyères. On l'envoie en train un peu partout. Donc des trains bondés, où il n'est pas sûr de trouver une place assise. Et, voilà. Et ensuite, il faut qu'il prenne le quai, les escaliers. Il y a pas tout, c'est en travaux, il n'y a pas forcément d'escalier roulant, etc. Au bout d'un moment, forcément, il a craqué. Et il s'est mis à engueuler le responsable de l'espace individuel, l'espace initiative mobilité, hein, une sorte d'ANPE interne dans l'entreprise. Et voilà, on est passé sur 2 disciplinaires, ils l'ont licencié. Voilà comment on pousse les gens à bout, et voilà comment on les licencie en créant les conditions du licenciement. Donc, une autre idée d'importance sur ce document, c'est un document d'une importance capitale, enfin, mettons-nous bien dans l'idée que ce document est réalisé en 2010, le 20 avril 2010, et préfigure de tout ce qui va arriver dans l'entreprise plus tard, quoi, à partir de 2016-2017, et notamment la mise en place de cette réorganisation de petits collectifs qui arrive à un moment où le gouvernement va va favoriser cette gestion du personnel qui va être de fait discriminatoire pour les agents dits polyabsents, puisque c'est ça qu'on veut réduire. Et donc les agents malades, en réalité. Parce qu'il faut arrêter avec les arrêts de complaisance. Les agents qui sont en arrêt, c'est parce qu'ils sont pas bien, ils sont malades. Et ils peuvent être malades du fait des conditions de travail. Quand on l'a déjà dit, mais quand on crée des conditions de transport défavorables, désagréables pour les voyageurs, bien évidemment que ça retombe sur les agents commerciaux des gares, qui sont sur le terrain, pas que, hein, également sur les contrôleurs, les chefs de train, etc., mais aussi sur les agents commerciaux des gares qui vont être en contact avec les voyageurs, qui vont râler, qui vont pour certains les insulter, voire les agresser physiquement ou verbalement, et parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Donc évidemment qu'il y a de l'absentéisme, mais c'est lié aussi aux conditions de travail, c'est une réalité, on ne peut pas nier ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le point 10, objectiver des dirigeants sur l'absentéisme. Les chefs d'établissement, les chefs d'unité opérationnelle et les DPX, qui sont les petits chefs locaux. Donc ça veut bien dire qu'il y a une directive d'entreprise pour donner des objectifs chiffrés aux différents strates de l'encadrement pour, qui vont être générateurs forcément de discrimination et de mal-être pour les agents absents, pour les agents en arrêt. Voilà. Et il n'y a même pas besoin de donner des directives discriminatoires. Il y a juste dire, votre prime, parce que ça, c'est objectiver, ça veut dire que ça va jouer sur la prime annuelle. Hein. Prime annuelle de 20% du salaire annuel quand même. Hein. C'est pas rien, quoi. Hein. C'est la prime de l'encadrement, c'est ça, hein, la SNCF. C'est 20% du salaire annuel, hein, le maximum. Mais voilà, si on veut le maximum de primes, eh bien, il faut remplir les objectifs en termes de pression sur l'absentéisme. Voilà comment on crée une politique dangereuse de discrimination de certains agents. Et l'absentéisme, donc les arrêts maladie, mais quand une maman, par exemple,
C'est ce qui arrive à ma collègue Linda qui va être licenciée. Quand une maman, elle demande à avoir un poste de journée, qu'on lui dit non, t'as signé pour faire des horaires décalés, t'as signé pour faire du 3-8, donc c'est bon, tu n'auras pas de poste de journée. De toute façon, les postes de journée, on les a supprimés puisqu'on gagne en productivité et que de toute façon, on ne veut pas les multiplier, les postes de journée. Donc voilà, et qu'on a besoin de toi en horaire décalé. Mais que cette maman, elle se retrouve seule avec 1, 2 ou 3 enfants et qu'à des moments, elle peut pas mettre ses enfants en garde à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin. C'est pas possible. Et donc, soit elle les voit jamais, il faut qu'elle trouve une nourrice qui accepte de les prendre pour la nuit, ou sa famille. C'est extrêmement rare d'arriver à trouver des solutions comme ça. Donc, eh bien, des fois, elle se met aussi en arrêt maladie, elle demande à son médecin de l'arrêter, parce qu'il faut bien qu'elle soit présente pour ses enfants. Donc, c'est également comme ça qu'on crée des discriminations pour les parents isolés, pour les mamans et pour les agents malades. Voilà, c'est la réalité. Donc on le voit, il y a une littérature abondante, évidemment, et par des organismes nationaux reconnus par le gouvernement, l'ANACT, l'INRS. On ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu d'un point de vue général de ce que peut donner une organisation du travail dangereuse, comme c'est le cas aujourd'hui à la SNCF et comme ça a été le cas à France Télécom. Bon, c'est certainement les retours d'expérience aussi de France Télécom qui a mené à ces documents, mais voilà, on sait que ça existe. Et d'un point de vue donc, plus local, sur la région de Saint-Nazaire, évidemment, le rapport d'expertise et Madame François, psychologue du travail, qui écrit à la SNCF le 24 février 2017 en disant qu'elle est inquiète. Je tiens à vous informer de la gravité de la situation. Je suis certaine que vous êtes soucieux de la santé physique et psychique de tous ces agents, raison pour laquelle je me permets de vous faire ce signalement avant d'avoir à le faire auprès du procureur de la République. Je reste à votre disposition. Alors, quand même, elle dit clairement les choses, Madame François. Je reste à votre disposition si toutefois le besoin en était et vous remercie par avance de l'aide précieuse que vous allez pouvoir apporter à ces salariés qui comptent sur vous. Elle a un petit peu... elle fait confiance à l'entreprise, elle prévient quand même, quoi. Le 24 février, Édouard se suicide le 10 mars. Et elle réécrit derrière. Mort de monsieur Édouard Postal, elle réécrit le 3 avril. Ça donne une mort tragique et violente sur son lieu de travail. Voilà. Il y a clairement là non-assistance à personne en danger, mais c'est pire que ça. Alors, l'enquête le sondage SNCF, du bien ou du mal-être au travail, qui arrive en 2018, voilà, les premières conclusions. Le profil des répondants est assez représentatif des cheminots. Nous n'avons reçu aucun témoignage positif. Au-delà des premières données générales, nous avons déjà fait un aperçu des réponses issues des questions de la rubrique « Le travail et vous ». À la question globalement, je ne vais pas vous dire les pourcentages, mais c'est... Une seule personne a répondu bienveillant concernant le management, soit 0,4%. 28 personnes l'estiment acceptable, 10%. 21 personnes le trouvent malveillant, 8%. Et 20 personnes ont répondu mal au point d'en être malade. Donc, non seulement la SNCF est prévenue avant, d'une manière générale, elle est prévenue pendant, au moment de la mise en place, par les experts, et les différents experts internes et externes, mandatés et même pas mandatés. Elle fait appel à un cabinet ami qui pasteurise un peu les choses, qui arrondit les angles. Mais quand même, même le rapport du cabinet Stimulus n'est pas entièrement favorable. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, on en est à cette situation à la France Télécom qu'on dénonce. On ne veut pas que la SNCF devienne un nouveau France Télécom. Et pourtant, c'est une réalité. Et la configuration politique est mise en place pour que ce soit le cas. Avec la loi travail, où le médecin du travail ne peut plus s'opposer à un lieu de travail. Ça fait partie de la loi El Khomri. Le médecin du travail n'est plus en mesure d'empêcher de mettre un salarié inapte, en théorie, en tout cas, quand ça arrange l'entreprise, il le fait, parce qu'à la SNCF, il y a des médecins du travail qui arrangent l'entreprise aussi, pas que, mais il y en a aussi. Mais sinon, en théorie, il ne peut pas s'opposer, il ne peut pas mettre un salarié inapte sur un lieu, et voilà, et l'entreprise joue là-dessus pour déplacer les agents. Évidemment, il y a le fameux
les fameuses réorganisations en cascade qui empêchent d'avoir une vision sur l'avenir et qui rendent le stress encore plus intense. On est défini beaucoup par notre image professionnelle. C'est ce qui nous définit socialement le plus. On peut être célibataire toute sa vie, c'est pas un problème. Par contre, si on n'a jamais travaillé de sa vie, c'est un problème socialement. Donc on est mal vu. Donc ce qui nous définit socialement, c'est principalement le travail. Donc évidemment que c'est important pour nous, et évidemment que tout ce qu'on a cité, le manque de reconnaissance, le management, etc., etc., le lean management tel qu'il est appliqué à la SNCF aujourd'hui ne peut mettre que les cheminots en situation d'échec, forcément. Puisque c'est une amélioration continue, ça veut dire qu'on peut toujours faire mieux. Ça veut dire qu'on est toujours en situation d'échec. Toujours en situation d'échec. Et après, derrière, il n'y a pas de reconnaissance, puisqu'on rogne aussi sur les salaires. Donc, c'est d'abord les agents commerciaux qui sont dans la ligne de mire, mais certainement viendront les autres. Maintenant, ça va être les contrôleurs. Les prochains sur la liste sont certainement les contrôleurs. Les agents des ateliers qui vont être sortis de la SNCF, les ateliers de réparation des rames, qui vont certainement être mis avec une convention collective encore moins favorable qu'elle ne l'est actuellement, pour rogner sur les salaires et les conditions de travail. Et bien sûr, après, grâce à la technologie, on pourra se débarrasser aussi et des conducteurs de train et des agents des postes d'aiguillage, qui sont encore les métiers les plus techniques et les plus difficiles à remplacer. Et le pire dans toutes ces réorganisations, c'est qu'elles se suivent et qu'elles sont... Alors, bien souvent, on pense que c'est réorganiser pour réorganiser. En fait, ça fait partie d'une technique de baisse du confort des postes. C'est ce qui est expliqué dans les directives de France Télécom, pour faire fuir les fonctionnaires. C'était baisser le niveau de confort des postes. Voilà. Donc, réorganiser pour réorganiser, du moment que ça met les gens en difficulté et qu'ils ont envie de quitter l'entreprise, c'est le but principal de ces réorganisations, qui ne sont pas pour gagner en productivité ou pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui à Saint-Lazare avec le fameux petit collectif ? C'est que des agents commerciaux qui ont fui leur poste d'agent commercial en gare parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette polyvalence et ce qu'on allait leur demander comme surcharge de travail et comme condition de travail, ont choisi le métier de contrôleur. Et donc, ont passé la formation pour être contrôleur. Et aujourd'hui, quel est le prochain métier dans la ligne de mire des réorganisations pour les mettre, pour faire rentrer le lean management ? Les contrôleurs. Donc des gens qui ont fui la réorganisation se retrouvent à nouveau aujourd'hui sous le coup de la même réorganisation qui les poursuit en quelque sorte. Comment on peut vivre ça, quoi ? Comment c'est possible ? On ne peut pas changer de métier tous les 3 ans ou tous les 4 ans, et même tous les 2 ans. Enfin, parce que certains, c'est pas 4 ans. Enfin, comment ils vont pouvoir vivre cette situation ? Donc tout ça, c'est fait en conscience. C'est un plan conscient de mise en difficulté des cheminots, comme on l'a vu avec les fonctionnaires de France Télécom. Il y a certainement la même directive de dégoûter, de faire partir, comme ça a été le cas avec les 22 000 fonctionnaires qu'il était demandé à la direction de France Télécom de se débarrasser d'eux. C'est une certitude qu'aujourd'hui, on demande à la direction SNCF de faire partir tous ces salariés au statut SNCF qui vont être difficiles à gérer dans l'avenir, qui ont des mauvaises habitudes de conditions de travail plus correctes que ce qu'on voudrait imposer, qui ont des mauvaises habitudes de service public, qui ont des mauvaises habitudes de sécurité des circulations, qui ne font pas partir les trains dans n'importe quelle condition. Donc tous ces gens-là, c'est conscient. On les met mal à l'aise consciemment, quitte à prendre des risques concernant des actes désespérés. Et c'est ça qui est inadmissible. Et c'est ce qui nous attend socialement pour tous. C'est une vision politique du capitalisme pour tout le monde du travail, mais qui est encore plus violente à la SNCF, étant donné la culture d'entreprise SNCF, qui est quand même très, très implantée chez les cheminots. Et en plus, comme non seulement donc l'esprit d'entreprise est bien implanté chez les cheminots, la fierté du travail bien fait, la fierté de faire passer les trains à l'heure, que les usagers voyagent dans des bonnes conditions, qu'ils soient satisfaits, mais également, il y a autre chose de plus personnel. Quand on choisit de rentrer à la SNCF, en tout cas jusqu'à présent, quand on choisissait de rentrer à la SNCF, et c'est transposable à n'importe quelle grosse entreprise en réalité, mais à la SNCF aussi, ou dans l'enseignement, on ne rentre pas pour les salaires, on rentre, alors dans l'enseignement peut-être plus par vocation qu'à la SNCF, mais quand même, mais surtout on rentre pour avoir un emploi à vie. Voilà. Moi personnellement, je ne vais pas mentir, j'ai choisi la SNCF, bon, d'abord parce que j'étais pour l'écologie, donc pour moi le transport ferroviaire était bien plus important bien plus intéressant que les voitures, etc. C'est important pour l'écologie, mais aussi
pour la sécurité de l'emploi. Parce que, voilà, une boîte comme la SNCF, on rentrait à l'époque, et encore jusqu'à il y a peu de temps, pour un emploi à vie. Comme quand on rentre dans une grosse boîte, on se dit, une grosse boîte comme, je sais pas, Alstom, Bouygues, Vinci, ou etc., c'est des boîtes qui vont pas mettre la clé sous la porte, qui vont pas faire faillite. Voilà. Et quand on est fonctionnaire dans l'éducation nationale aussi, voilà, c'est pas un métier qui va disparaître du jour au lendemain. L'éducation nationale va pas mettre la clé sous la porte. Voilà. Donc, on s'attaque à une population qui est certainement plus sensible que quelqu'un qui a la fibre pour être auto-entrepreneur ou voilà, pour prendre des risques, pour voyager à travers le monde et faire des métiers qui sont moins, on va dire, moins sûrs au niveau voilà, qui payent plus pour beaucoup. Hein. Travailler sur les plateformes pétrolières, par exemple, ça paye extrêmement bien, mais on sait bien que c'est pas, c'est un métier qu'on peut refaire, mais voilà, qui va durer un certain temps. Tandis que voilà, on choisit de rentrer dans une grosse boîte, comme la SNCF ou l'éducation nationale, ou etc. Pas une grosse boîte, mais des fonctionnaires, mais voilà, pour avoir la sécurité de l'emploi. Et on ne rentre pas pour le salaire à la SNCF, on sait très bien que les salaires ils sont médiocres. Donc on s'attaque à une population qui va être encore plus sensible à toutes ces réorganisations et à toute cette crainte de l'avenir. Donc ce calcul il est fait avec des pertes calculées. J'avais écrit dans un article de Révolution Permanente la ligne comptable de nos vies brisées. Et c'est ce qui nous attend. Une ligne comptable pour nos vies brisées. Voilà. Cette réorganisation, c'est difficile de lutter contre. Hein. Ça part d'un bon sentiment. Ils sont gentils, tous ces messieurs en costume cravate qui viennent nous expliquer comment travailler mieux et être plus productif. Hein. Ils expliquent, hein, c'est la page 3, hein, c'est sur la page 3. Hein. La direction d'entreprise fait aujourd'hui le constat que les managers ne sont pas toujours suffisamment présents sur le terrain auprès de leurs agents. Ouais, ils n'étaient pas assez surveillés, les agents. Enfin, je vous lis pas tout ça, mais quand même. Donc on a ces beaux tableaux, ces beaux graphiques hein, qui parlent aussi de santé au travail, parce que voilà, en haut de la page 5, le renforcement du collectif de travail constitue une des préconisations fortes pour lutter contre l'absentéisme. On voit que lutter contre l'absentéisme, c'est surtout se débarrasser des low performers, hein, en vérité. Mais bon, voilà. Il s'agit d'une des mesures qui a l'impact le plus fort dans les délais les plus brefs. Voilà. Donc, voilà, les actions, et surtout, là, ça devient intéressant quand même, parce que comment on nous le vend ? Comment on nous le vend, ce projet ? C'est là qu'on voit le cynisme de ces gens-là. Les finalités et enjeux, le chapitre 2. Le paragraphe A, hein, le premier, les enjeux, revenir aux fondamentaux du travail en équipe. Alors, on a vu que le travail en équipe, il s'est fortement dégradé, puisqu'on met les agents en concurrence, qu'on met en place un management qui n'est pas adapté, donc évidemment que ça dégrade le travail d'équipe. Et les agents, aujourd'hui, des cheminots qui étaient solidaires dans le travail, se retrouvent à se prendre en photo entre eux pour se dénoncer mutuellement à l'encadrement, pour essayer de grimper plus vite. C'est ça la réalité. Et voire pire. Et le point B, les attendus, QVT et services aux voyageurs. QVT, qualité de vie au travail. Donc il faut le dire, ça quand même, c'est important. Les attendus de la démarche sont les suivants. Donc c'est la page 6, c'est quand même un des attendus importants. Hein. Une amélioration de la qualité de vie au travail, quand on n'est pas mort, quoi. Hein. Ça doit être quand on n'est pas mort, je pense. Par la réduction des risques psychosociaux. Sur le moyen terme. Ouais. Et un impact positif sur l'absentéisme, en appliquant des principes éprouvés du travail en équipe. Un meilleur service rendu aux voyageurs. Alors, les voyageurs de la région de Saint-Lazare ont certainement constaté que depuis 2017, l'excellence opérationnelle, ça a amélioré fortement la circulation des trains. Je pense que c'est une réalité. Voilà, c'est écrit. Hein. C'est écrit et c'est écrit par quelqu'un qui vient du Sénat, de la Cour des comptes. Hein. C'est pas un imbécile comme nous. Hein. C'est écrit par un vrai, quoi. Voilà. Enfin, une augmentation de l'engagement des agents et des managers de l'établissement concerné. Le GT, c'est établissement concerné. Établissement gare Transilien. Les bénéfices psychosociaux attendus. Une charge de travail mieux répartie. Enfin voilà, tout est comme ça. Hein. C'est les bénéfices socio-économiques envisagés, bénéfices projetés sur le service aux voyageurs. Voilà, c'est que du bénéfice. Alors, et donc c'est là qu'on a à la page 8 la diminution des temps morts. Donc, on voit le cynisme de ces gens qui arrivent, qui ne connaissent pas le métier, qui ne connaissent pas le travail, qui arrivent pour réorganiser le lean management,
c'est-à-dire une amélioration continue des processus de travail et des conditions de travail, soi-disant, parce qu'évidemment, il y a une partie, c'est la réduction des fameux risques psychosociaux, hein, les souffrances causées par l'organisation du travail, mais on voit qu'en réalité, ces souffrances, elles sont multipliées et que les agents, ils sont aujourd'hui en grande difficulté. Alors, pas tous, puisqu'évidemment, les intérimaires et les CDD, eux, ils sont corvéables à merci, et s'ils veulent être embauchés, ils n'ont pas intérêt à faire état de leur mal-être. Par contre, les agents au statut, on fait tout pour les mettre en difficulté et pour s'en débarrasser, c'est la réalité. Donc on l'a vu, la SNCF cumule dans cette réorganisation l'ensemble des critères de la souffrance au travail, du burn-out, et avec le lean management qui s'attaque à la chasse au temps mort, donc le risque d'épuisement au travail, de burn-out, la standardisation, les standards de l'excellence opérationnelle, ça reste à prouver quand même que c'est de l'excellence opérationnelle, on l'a bien vu, et on le constate au quotidien pour la circulation des trains et le service proposé aux voyageurs. Et donc, mais cette standardisation à outrance qui fait des hommes des robots, qui demandent une façon de faire qui soit standardisée pour tous, afin d'éviter évidemment les temps morts et de gagner en productivité, mais qui ne laisse pas de place à l'humain. Et le management, donc évidemment pas l'ensemble de l'encadrement SNCF, mais néanmoins dans cette région test de Saint-Lazare en 2016, quand il faut appliquer de force, puisqu'on l'a vu dans les enquêtes et les expertises demandées, que la quasi-totalité des agents étaient réfractaires à cette réorganisation, donc il fallait mettre en place une nouvelle race de managers, une nouvelle génération de managers qui allaient donc accepter plus facilement avec servilité cette mise en place qui est pathogène, quoi. Donc pas tous les managers, mais un certain nombre qui a accompagné cette transformation et cette réorganisation et qui a été donc choisi sur des critères non pas d'expérience mais de servilité, et évidemment tous les low performers. Alors les low performers, qui c'est? On a vu, ce sont donc les agents RQTH, donc puisqu'il faut aménager les postes, et ça plaît pas à une entreprise, parce que les gains de productivité, ils ont été faits à tous les niveaux, aussi bien dans l'encadrement que dans l'exécution. Donc l'encadrement a plus le temps de s'embêter avec l'aménagement des postes. Hein, et ça, c'est général. Je suis allé le 20 mai à un rassemblement devant l'hôtel Pullman à Paris, un hôtel de luxe, hein, et l'inspection du travail avait précisé qu'une des salariés de la sous-traitance du nettoyage des chambres, suite à des problèmes de santé, devait réduire ses cadences. La médecine du travail, avait donc donné un certain nombre de chambres à faire dans la journée. Et évidemment, ça ne plaisait pas à l'entreprise qui n'avait pas envie d'aménager le poste et de perdre en productivité. Et donc, elle était licenciée à cause de ça. Licenciée pour raison de santé, ce qui était illégal avant et qui maintenant va devenir la norme. Cette politique de passer sur du licenciement des travailleurs handicapés, des travailleurs malades, elle continue actuellement. Puisque un collègue du technicentre, c'est-à-dire l'entretien des rames, qui a eu un accident du travail et qui a donc été inapte sur son poste, avec station debout pénible, on l'a mis également à l'accueil, l'entreprise l'a mis à l'accueil en gare. Et quand il a refusé de faire de la lutte antifraude parce qu'il n'était pas formé ni assermenté, eh bien l'entreprise l'a licencié. Voilà, ça c'est tout récent, ça date d'il y a une semaine. Et j'ai également été consulté un dossier disciplinaire à Bordeaux d'un autre collègue, travailleur handicapé également, qu'on a... le seul poste qu'on lui a trouvé, c'est un poste sur lequel il ne serait pas en réalité complètement apte, puisqu'il a des problèmes de dos, il doit prendre en charge des voyageurs, qu'on dit des personnes à mobilité réduite, hein, donc éventuellement en fauteuil, etc. Et son dos ne lui permet pas. Mais il a accepté, puisqu'il n'a pas le choix, il faut bien qu'il trouve un poste. Au bout du compte, à force d'être classé partout, qu'on lui fasse des propositions absurdes, il a accepté celle-ci. Et là, aujourd'hui, on veut le licencier. Tout ça parce qu'il a nettoyé son poste de travail, en gros, il l'a aménagé lui-même. Voilà. Le poste qu'on ne voulait pas lui aménager, il l'a aménagé. Il a déplacé un coffre, il a déplacé une imprimante, il l'a mise en hauteur alors qu'elle était par terre, avec son dos évidemment aller chercher des feuilles au niveau du sol, c'était pas possible non plus, enfin etc. Et suite à ça,
Bon, il a nettoyé une armoire, il s'est fait un petit coin à lui, on ne lui a pas lui donné de vestiaire. Donc il a tout nettoyé, il a tout mis comme il fallait, et on veut le licencier. Voilà où on en est dans cette entreprise. Et donc c'est ce qui se passe également à la SNCF. Donc les agents RQTH, j'ai assisté en 2018 à 2 licenciements de collègues RQTH qui étaient sans poste depuis des années. Un depuis 2013 en mission, d'ailleurs c'est-à-dire sans poste, à trimballer à droite à gauche. Et l'autre aussi 2012 ou 2013 aussi. Et voilà, les deux ont été poussés à bout. Et dès que on montre qu'on ne se laisse pas faire, et ben on passe sur une procédure disciplinaire et on licencie parce que ça coûte moins cher de licencier sur une procédure disciplinaire que de proposer un départ avec dignité. C'est d'ailleurs un départ, pourquoi ? Puisqu'on a besoin d'un travail, mais au moins on pourrait faire les choses proprement et le faire avec dignité, mais non, on préfère passer sur une procédure disciplinaire. Et donc ces agents RQTH, travailleurs handicapés, tous les agents malades à qui on propose une rupture de contrat pendant les arrêts maladie. Il y a beaucoup d'agents qui sont convoqués pendant leur arrêt maladie. On ne va pas dire convoqués, ils sont invités à discuter, mais bon, c'est pareil. Et pendant leur arrêt maladie pour négocier leur rupture. Et évidemment, les parents isolés, ça va demander des postes aménagés, ça va demander des horaires de journée, alors que, voilà, on nous dit que maintenant il n'y a plus d'horaires de journée à la SNCF. Il n'y a que des horaires en 3/8, puisque la SNCF est un service public et doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc les horaires aménagés, les postes aménagés, il n'y en a plus. Donc tous ceux qui ont des enfants, ils ont qu'à se débrouiller, ou sinon ils ont qu'à quitter l'entreprise. Donc voilà, donc il y a toute cette pression aussi qui est mise sur ces agents-là. Évidemment, ceux qui demandent un temps partiel, parce qu'aujourd'hui, on a tellement aussi tiré sur la productivité que les parents qui demandent un temps partiel sont mal vus, on leur met la pression, on est incapable d'organiser le service avec des journées de temps partiel, donc des postes non tenus, des journées non tenues, pour des agents qui vont être à 70, 80%, 50% selon leur choix, et qui sont des temps partiels qui peuvent pas être refusés par l'entreprise. Mais il y a aussi là-dessus du chantage qui est fait à ces agents pour qu'ils ne prennent pas leur temps partiel, ou alors c'est donnant-donnant, ils prennent leur temps partiel, mais ils vont être dociles, serviles, ils vont pas se rebeller, ils vont pas refuser la flexibilité, ils vont pas refuser la polyvalence, ils vont pas se mettre en grève, surtout puisqu'on sait très bien que c'est ça qui embête la direction. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a tellement tiré sur la corde que l'entreprise est incapable de respecter l'accord d'aménagement du temps de travail signé en 2016. À la sortie de la grève de 2016, en juin 2016, il y a un accord d'entreprise sur l'organisation, pas l'aménagement, l'organisation du temps de travail qui n'est plus respecté aujourd'hui. Aujourd'hui, l'encadrement estime qu'on peut se mettre au niveau de la convention collective, alors que l'accord d'entreprise est supérieur. Mais on n'arrive plus à organiser le travail. Donc tous les agents qui ne se laissent pas faire, bien sûr, là-dessus, sont aussi dans le collimateur. Et bien sûr, les délégués, les militants syndicaux, on l'a vu, 4 licenciements, 4 délégués Sudrail proposés au licenciement, donc un qui est déjà licencié avec accord de l'inspection du travail, évidemment, parce que c'est une politique nationale, c'est une politique d'État, c'est pas uniquement une politique d'entreprise. La SNCF, c'est encore une entreprise publique, donc elle ne fait que ce que demande le gouvernement. Ça, c'est une réalité. Et donc un qui est déjà licencié, moi qui suis en procédure de licenciement, Linda qui va bientôt être, donc c'est l'enquête administrative en cours, mais on se doute bien que comme Yannick qui a déjà été licencié, Linda il y aura certainement l'accord de la ministre du Travail, l'ancienne RH de Danone quand même qui a été payée pour faire des licenciements, qui va donner son accord, et Reynald qui va passer le 19 juin au conseil de discipline et qui est également proposé pour le licenciement. Donc voilà, et au-delà de ça, dans le groupe SNCF, les 3 délégués du personnel de Géodis, Mouloud, Hassen et le troisième, je ne me souviens plus de son prénom, qui sont aussi proposés au licenciement, et l'enquête administrative est en cours, parce que ce n'est pas seulement la SNCF côté SNCF, mais le groupe SNCF dans son ensemble, avec même Géodis, la partie privée, qui fait le ménage de tous ceux qui gênent et qui sont un frein, qui sont un mauvais exemple à ces réorganisations et à cette politique d'entreprise de casse du service public et de casse du statut. Parce que, évidemment, ce qui gêne dans tout ça,
ce sont qui restent des agents au statut, des agents pour lesquels il va falloir organiser, par exemple, des notations tous les ans, ça coûte cher, il faut dégager du personnel, il faut que les responsables encadrement prennent du temps pour noter les agents, pour respecter les règles, et ça, de toute façon, on n'a plus envie de respecter les règles, et au-dessus de tout ça, il y a toutes les réorganisations, l'arbitraire, l'inquiétude sur l'avenir, le manque de visibilité sur l'avenir professionnel. N'oublions pas une chose, les cheminots, ils ont choisi d'être cheminots pas pour les salaires. Les salaires, on sait très bien qu'ils sont très bas, puis ils commencent en dessous du SMIC, mais pour la sécurité de l'emploi. Donc la population cheminote, c'est une population qui a choisi d'avoir la sécurité de l'emploi, qui a choisi d'avoir un travail à vie. Et après ça, on leur explique qu'après avoir cassé leurs droits à la retraite, etc., on leur explique que non, ce ne sera plus un emploi à vie, et que l'emploi à vie c'est fini, et que maintenant il faut jouer dans le jeu du capitalisme, et qu'il faut être précaire, il faut changer de travail, etc. Et si tu n'es pas content, tu t'en vas. Alors que ce n'est pas du tout les règles du contrat de travail qu'ils avaient choisi au départ. Donc pour récapituler très rapidement, les fameux low performers, on leur fait la chasse parce qu'on est sur un gouvernement qui permet ça. La direction de l'entreprise, qui depuis des années, on répète que les cheminots sont des privilégiés, qui profitent de la situation, qu'ils sont trop souvent en arrêt, qu'ils ne travaillent pas assez. Eh bien, voilà, aujourd'hui, on a une direction qui, pour certains, prend plaisir à cette espèce de revanche imbécile et puérile contre des agents qui sont censés être trop protégés par leur statut. Donc on a une partie de la direction, je l'ai vu de mes yeux, qui prend plaisir à cette revanche idiote. Et voilà, et donc puisqu'ils se sentent aujourd'hui couverts par un gouvernement qui le permet, on prend des cabinets amis, comme on a fait avec certains, comme par exemple l'ancien ministre Claude Allègre, qui nous explique que le réchauffement climatique ça n'existe pas, et qu'après on découvre que évidemment il a été rémunéré pour ça. Voilà, donc des cabinets amis qui font en sorte que des pseudo-experts qui expliquent que tout va aller bien, qu'on n'a pas assez communiqué, voilà. On casse l'esprit d'équipe, en réalité, sous couvert de mettre en place un esprit d'équipe. En réalité, on casse l'esprit d'équipe avec une individualisation de la rémunération. Voilà. Et aussi, on crée des viviers. C'est aussi sur le document de 2010 de créer des viviers pour avoir plus de ressources en postulant, avec des gens qui postulent sur les postes, pour donc créer de la concurrence au niveau des embauches. Donc voilà, avec des gens qui vont être contents d'avoir été choisis parmi beaucoup et donc qui vont être plus malléables. Voilà. La fameuse standardisation à outrance, en réalité, l'état d'esprit, et ça c'est général, c'est pas qu'à la SNCF, c'est de dire, puisqu'on est sous contrat de travail, tout le temps de travail, ça doit être du travail. Voilà, ça va être fini les pauses. Ça va être fini ces choses-là. Voilà, faut arrêter. Maintenant, on est payé, c'est pour bosser. C'est pas pour aller faire pipi ou c'est pas pour prendre une pause. Voilà, on en arrive là, avec les fameux, je crois que je sais plus si c'est en Chine ou au Japon, où ils ont fait mettre des couches à leurs salariés pour pas qu'ils perdent de temps pour aller aux toilettes, quoi. Voilà. Donc ensuite, puisque il y a des choses qu'on retrouve qui sont transverses à l'ensemble des services publics ou à l'ensemble du monde du travail, comme le fait de réduire le confort des postes. C'est dans les directives de France Télécom, mais c'est aujourd'hui ce qui se passe à la SNCF. Je le constate au quotidien. Par exemple, la semaine dernière, j'ai accompagné un collègue en entretien, donc, qui a choisi d'avoir un temps partiel, donc de réduire son salaire, pour pouvoir voir sa femme qui habite à l'étranger. Il a une petite fille de 2 ans. Et l'entreprise, pendant qu'il est à l'étranger, le met en congé sans solde. Donc il réduit encore son salaire, qui était déjà réduit de moitié, du fait qu'il a choisi de faire un temps partiel, un mi-temps. Et quand il dit à l'entreprise, mais vous vous rendez compte quand même, vous m'avez mis du congé sans solde, moi je peux plus nourrir ma fille de 2 ans. On lui dit, mais monsieur, c'est aux salariés de s'adapter à l'entreprise, pas le contraire. Donc on ne vous a pas demandé d'aller vous marier avec quelqu'un qui habite à l'étranger. Ah mais par contre on vous le reproche pas, Non, mais c'est votre choix, c'est à vous de vous adapter à l'entreprise, voilà. Alors on le reproche pas, mais on crée toutes les conditions pour lui reprocher en réalité dans les faits. Et ça c'est, comment on peut dire ça à quelqu'un qui demande juste, qui a choisi de faire un temps partiel, il triche pas,
enfin, c'est pas de l'absence irrégulière. Il triche pas, il joue le jeu. Il dit voilà, j'ai un enfant, je choisis ma famille et donc je choisis de gagner moins, mais pouvoir m'occuper de ma famille. Mais non, même ça, on ne lui permet pas. On réduit le confort du poste. On veut qu'il se barre en gros. En gros, ce que lui a dit aussi la direction, c'est vous avez qu'à prendre un congé parental. Non mais attendez, il a choisi d'avoir un salaire pour pouvoir nourrir sa famille quand même. Pardon. J'ai du mal même à le raconter tellement je trouve ça énorme. Mais voilà. Et également d'autres agents, un autre collègue qui avait la vocation, il voulait devenir conducteur de train. Il en rêvait quoi. Mais il a été témoin d'un accident de personne et on n'a pas déclaré son accident du travail. On ne lui a pas permis d'être reconnu en tant que victime d'un accident du travail. Donc il est retourné au boulot et au bout de quelques mois, il a craqué. Choc post-traumatique. Et aujourd'hui, il sera, je pense, même plus capable, enfin il le pense lui aussi, il sera même plus capable de travailler en milieu ferroviaire. Voilà. Un jeune embauché, un jeune qui rêvait d'être conducteur de train, on lui a quasiment brisé sa vie. Tout ça pour ne pas déclarer un accident du travail. Voilà, c'est ça la réalité des faits aujourd'hui. Et donc voilà, c'est réduire le confort des postes. C'est ça, c'est éviter qu'on ait nos simples droits, un tout petit peu de compréhension de l'entreprise et de l'encadrement. Non, ça c'est interdit parce que c'est trop de confort. Et les gens qui ont trop de confort, ils sont trop sur d'eux et après ils résistent. Il faut qu'on soit soumis. C'est ça l'idée. Et donc ça, c'est transverse dans toutes les entreprises publiques et dans toutes les entreprises. Et également, l'histoire de la posture, ce qu'on m'a reproché, la posture. Quand j'en ai parlé à certains profs, des gens de l'éducation nationale, ils m'ont dit, mais la posture, mais oui, mais c'est ça qu'on reproche à tel vacataire, ou c'est ça qu'on reproche à telle personne, je ne sais plus comment on dit, dans l'éducation nationale, qui n'est pas en poste, qui est pas titularisé. Voilà, donc on lui reproche de ne pas avoir la posture de ceci, de cela, des trucs absurdes, quoi. Donc ça, c'est facile, la posture, ça veut tout dire et rien dire. Donc voilà, on reproche des postures pour casser les roulements de carrière des gens, ou après qu'ils soient vraiment soumis aussi. Et voilà, donc... Et ceux qu'on met en souffrance, en général, au travail, sont les plus investis dans leur boulot, sont des gens qui sont les plus professionnels, qui aiment leur métier. C'est eux qui vont être le plus sensibles aux moindres reproches qui vont être faits sur leur qualité de service. Donc c'est eux qui vont être le plus en souffrance. Plus on est investi, et c'est proportionnel de la marge de laquelle on tombe, fait que c'est proportionnel à la souffrance qu'on va vivre derrière. Et il faut bien comprendre une chose dans tout ça, c'est que ce ne sont pas des problèmes individuels. Il faut arrêter de regarder la personne en souffrance comme un étranger et de se dire « Ouf, la foudre n'est pas tombée sur moi ». Non, c'est collectif, on le voit très bien. C'est une politique d'entreprise qui va traverser l'ensemble de la société française, qui est en train de la traverser et qui a commencé à France Télécom, mais qui continue à la SNCF, mais qui transpire dans l'ensemble des entreprises de France pour mettre pour soumettre l'ensemble du monde du travail. Et c'est pour ça que ce n'est pas individuel, c'est collectif. Et c'est notre riposte à nous, notre résistance doit être collective à tout ça. Et pour finir, on a en plus derrière un gouvernement qui travaille contre la prévention des risques, qui a cassé les CHSCT par exemple, notamment, et donc qui est contre la prévention des risques et il n'y aura plus de maladies professionnelles bientôt, il n'y aura plus d'accidents du travail, c'est fini tout ça. C'est cette politique discriminatoire à outrance contre tous ceux qui gênent, soit qui gênent par leur demande légitime d'aménagement du temps, etc., ou d'aménagement du poste, soit qui gênent par leur militantisme, leur droit à militer, leur droit à être syndiqué, leur droit à se battre pour leurs droits, justement. Et donc, voilà, c'est tous ces gens-là qu'il faut éliminer. Donc, ne laissons pas la SNCF devenir un deuxième France Télécom.
Macron, entends-tu la révolte du peuple en peine? Macron, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, les élus connaîtront le prix du sang et des larmes. Sortez dans vos villes, descendez des collines, camarades. Écoutez nos dires, nos prières, nos supplices, ils nous narguent. Oh, et les grenades, les matraques et les gaz, fuyez vite. Oh, et arrêtez, nous ne sommes que de simples pacifistes. Car nous nous battons pour les générations et nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère.